je comprends, j'arrive pas à comprendre, parce qu'on était pour tourner les films 10, 15 maximum, et après ça prend 20 minutes le générique. Et j'ai presque connais personne dans ces génériques, je sais pas. Non, c'est vrai. Il y a Sergio et Maya pour confirmer ça, non? Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait une question? Nous allons lancer une, je pense que la discussion aura lieu, en référence au film de Murnau de 1931, qui s'appelle Tabou aussi, qui est construit un peu de la même manière. Enfin, pourquoi ce film maintenant? Pourquoi cette envie de le produire, d'écrire ce film-là maintenant? Depuis 1931, voilà, jusqu'à maintenant, sans plus. Bon. Déjà, il faut dire la vérité. La vérité, c'est que ces films, ils ne devraient pas s'appeler Tabou. Donc, les films avaient un autre titre. Il s'appelait Aurore, qui c'est le nom du personnage. Sauf que, bon, la vérité, c'est que c'est aussi un autre film de Murnau, L'Aurore. Bon, mais de toute façon, c'était pas Tabou, c'était Aurore. Sauf qu'il avait un réalisateur de Roumanie qui, il y a un an, a fait un film qui s'appelait Aurore. Et donc, ça c'est la vérité. Et donc, j'ai dit, je crois que c'est possible de voler un titre à Murnau et de voler le titre à un film qui était fait il y a 80 ans. Mais voler à Murnau, voler à ce réalisateur qui s'appelle Cristi Puiu, dans un film qu'il avait fait l'année passée, c'est un peu trop. C'est un peu trop comme... c'est voler trop. Et donc, on a changé le titre pour Tabou. Et je suis très content, je vais remercier le Cristi Puiu, parce que je trouve que finalement c'est beaucoup plus juste cet titre. Mais quand j'ai changé de titre, j'ai changé aussi un peu l'histoire du film. Et donc, je dirais que Tabou, avant d'être connecté avec Murnau, mais je vais répondre à ça, ça correspond, enfin, c'est un film en deux parties, comme vous avez vu, et donc il y a une histoire qui est une histoire Tabou. Comme dans cette dernière séquence, on entend que Ventura avait reçu cette dernière lettre d'Aurore, et donc où Aurore demande à lui de ne pas révéler, de ne pas raconter cette histoire avant sa mort. Donc les tabous après la mort d'Aurore peuvent être cassés. Il y a pas mal de tabous dans les films. Mais il y a aussi ce rapport avec les films de Murnau. Je ne veux pas faire la compétition avec Murnau. Murnau, il était un des grands cinéastes de tous les temps. C'était lui qui a fait L'Aurore, Nosferatu, ces films tabous. Pas celui-là, c'est ma version. Mais, donc c'était pas pour faire la compétition parce que je suis pas si bête que ça, mais c'était pour avoir une connexion à un cinéma que je crois qu'il n'existe pas plus maintenant. Enfin, on peut pas refaire Tabou, on peut pas faire le cinéma qu'il faisait. On peut essayer de faire une imitation, mais c'est pas intéressant. Donc mon idée c'était jamais de faire vraiment, par exemple, un film muet comme il faisait. Je voudrais faire une autre chose. Mais dans ce film, il y a deux parties. Dans la première partie, il y a des gens, des femmes qui ont entre 60 à 80 ans. Donc ce sont des femmes âgées.
Et aujourd'hui, le cinéma est même plus âgé qu'Aurore. Le cinéma est à plus de 100 ans. Donc, j'imagine que comme les personnages de la première partie, il y a une chose qui manque à ces personnages, c'est peut-être son paradis perdu, c'est la jeunesse. Et je trouve que le cinéma d'aujourd'hui, ça le manque aussi sa jeunesse. Quelle c'est la jeunesse du cinéma? Pour moi, c'est bien sûr le moment où quand Murnau a fait Tabou, le cinéma avait commencé il y a quelques décennies, avec 31, 30 quelque chose. Et j'imagine qu'à ce moment, nous, spectateurs de cinéma, de ces temps-là, les spectateurs de ces temps-là, j'imagine qu'ils devraient être plus disponibles, plus innocents, parce qu'il avait vu moins films. Et je trouve qu'aujourd'hui, enfin, il y a des avantages d'être plus âgé. Il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas des avantages. Donc, on ne peut pas se permettre peut-être à cette disponibilité que je trouve qui existait dans le cinéma de ces temps-là, parce qu'aujourd'hui, on sait trop. Ce qui m'attire, c'est d'essayer de retrouver quelque chose de cette innocence perdue. Même en savant que ce n'est pas possible de revenir, de refaire les choses comme si on était au temps de ces temps-là, de la jeunesse du cinéma. Je trouve que, par exemple, une séquence comme la séquence où on voit dans la deuxième partie les personnages en train de regarder les nuages dans le ciel, et après les nuages se transforment, on commence à voir des formes des animaux. Ça, c'est une sorte de poésie très naïve qu'on ne retrouve pas beaucoup dans le cinéma d'aujourd'hui. Parce que peut-être on a perdu un peu cette disponibilité pour accepter, pour croire à des choses incroyables que le cinéma nous montre. Et donc aujourd'hui, je crois que c'est plus difficile de croire à ces images, aux événements, aux personnages. C'est beaucoup plus difficile et peut-être c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait un cinéma beaucoup avec où les personnages ont des grandes complexités psychologiques et tout ça. Et autant de Murnau, il avait une poésie tout simple. Il avait voilà, les jours et la nuit, la campagne et la ville. Il avait des oppositions binaires très simples, mais que je trouve très, très, très belles. Et qu'on a un peu perdu aujourd'hui dans le cinéma contemporain, à mon avis. Donc, peut-être, ce film, c'est sur cette volonté de retourner à quelque chose, retrouver quelque chose, cette innocence, même sans jamais faire semblant que nous sommes dans ces temps-là, dans le temps de Murnau, des choses comme ça. J'ai une question qui sera peut-être rapide. Je voulais savoir si vous avez un lien particulier, personnel, avec le Mozambique ou pas, et qu'est-ce qui a inspiré. Voilà. Okay. Maintenant, oui. J'ai filmé là-bas, j'ai passé des mois là-bas. Avant, non. Le Portugal a un rapport très fort avec le Mozambique, non? C'était une ancienne colonie portugaise. Et je crois que c'est précisément parce que j'ai pas un rapport avec Afrique. Ma mère, par exemple, elle est née à Angola.
mais elle est revenue au Portugal très tôt, quand elle était presque au début de l'adolescence. Donc c'est pas quelque chose, enfin c'est important pour elle, mais c'est pas quelque chose dans ma famille qui fait partie de l'identité de la famille. C'est pas, on parle même pas beaucoup à ça, on parle, mais c'est pas quelque chose qui revient tous les jours dans une discussion avec ma mère. Mais le Portugal a ce rapport avec l'Afrique, mais je trouve que c'est précisément parce que j'ai pas un rapport personnel avec l'Afrique que je me permets de mettre dans ces films une Afrique qui vient beaucoup d'une Afrique qui a jamais existé, d'une sorte de fausse Afrique, qui c'est une Afrique que le cinéma a inventé. Le cinéma a inventé l'Afrique de Tarzan, l'Afrique de Out of Africa, une Afrique exotique. Et donc, je crois que l'Afrique de ces films, ça vient de cet imaginaire. L'imaginaire que, par exemple, Hollywood a inventé, et le colonialisme aussi. Donc, une sorte de mythologie d'une Afrique qui n'a jamais existé, mais qu'on partage comme mémoire. Parce qu'il existe des vraies mémoires et des fausses mémoires. Le cinéma nous donne des fausses mémoires. Il montre des événements qui n'ont jamais existé. Mais par contre, c'était très important pour moi parce que cette Afrique vient de toute cette mythologie d'avoir en même temps la vraie Afrique. Ça veut dire des arbres, l'Afrique matérielle. Pour donc montrer des gens avec des coiffures des années 60. Ça, c'est la fiction, c'est un mensonge. Mais mélangé avec les Mozambiques d'aujourd'hui. Donc, on n'a jamais, par exemple, il avait des enfants avec des t-shirts d'Obama, de Barcelone, des Cristiano Ronaldo. Il avait des enfants qui portaient des t-shirts comme ça. Ils sont dans les films. Peut-être vous n'avez pas vu ça, mais ils sont dans les films. À côté des gens qui ont des coiffures et des moustaches bizarres de fiction. Mais c'est ça que je trouve que c'est intéressant, c'est de filmer les choses d'aujourd'hui et en même temps filmer les choses imaginaires et mélanger ça. Bonsoir. Il est clair que votre film est extrêmement poétique et que, je veux dire, le centre, c'est une histoire d'amour. Mais on ne vous a pas reproché justement de propagande colonialiste et justement, ça ne vous a pas gêné de reproduire tout ce mythe et cet imaginaire, comme vous dites. Je sais pas, moi ça m'a un peu gêné. J'ai beaucoup apprécié votre film, mais il y a ce côté, parfois j'étais gênée, je dois avouer. C'était pas un film politique, c'est clair. C'était une très belle histoire d'amour, mais moi ça m'a chipoté, donc je voulais juste avoir votre avis à ce niveau-là. Ça, c'est pas seulement vous, ça arrive à chaque 10 projections du film, il y a quelqu'un qui parle de ça. Et donc, je suis pas d'accord avec vous. Je trouve que c'est un film politique. Je trouve que c'est un film... je crois que chaque film, il existe un film qui a été montré pour tout le monde qui est ici présent. Je pense tout le monde a vu des films différents. Donc vous êtes vu un film, c'est une histoire d'amour, mais je crois qu'il y a d'autres gens qui ont vu un autre film. Je trouve qu'un film existe parce que dans notre tête, parce que ça dépend de notre sens d'humeur, de notre intérêt, de notre sensibilité. Et je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est ça, c'est la chose plus importante. Quand vous dites que c'est pas un film politique, il y a une chose que je suis d'accord avec vous, c'est pas un film qui a une volonté de faire un discours politique. Mais je trouve que c'est un film politique.
C'est un film où il n'y a pas le colonialisme dans les films. C'est qu'on montre, c'est une partie, la première partie où on voit des gens qui sont... J'ai l'impression qu'il y a une sensation de culpabilité dans la première partie. Il y a Aurore qui dit qu'elle a le sang dans les mains. Il y a des signes, des rapports coloniaux dans la première partie du film. Les rapports entre Aurore et Santa, qui c'est très très bizarre, non? Et après, il y a une deuxième partie où les personnages ne sont pas conscients de tout, de ce qui existe autour d'eux. Ils s'amusent, ils font des films. Cette deuxième partie commence par « Elle avait une ferme en Afrique ». Ça veut dire, on va voir un film où les gens s'amusent à faire des films. Donc, ils sont si occupés à s'amuser, à voir des histoires d'amour, à faire des concerts pop, à chercher des crocodiles romantiques, qui ne se donnent pas compte que tout ça va tomber par terre. L'empire colonial, il va tomber par terre. Parce qu'ils n'ont aucune conscience de ce qui se passe autour d'eux. Je trouve que ça, c'est très politique. Mais mais je trouve que c'est pertinent votre avis. Et j'ai construit les films pour que les gens pouvaient se placer devant les films d'une façon personnelle. Ce que je trouve abominable, c'est les films qui nous disent, à moi comme spectateur, qu'est-ce que je dois penser. Ça, c'est les films fascistes. Ça, c'est la colonisation des spectateurs. C'est les films qui nous disent, il faut penser ça. Et donc, ça, je ne fais pas. Non, mais je ne dis pas pour vous continuer à jeûner. C'est mon avis et je respecte vraiment votre avis. Alors merci. J'ai l'impression que justement dans votre film, il y a, on dirait des couches, il y a des épaisseurs. C'est ça qui m'a beaucoup intéressée. Le fait qu'il y a d'abord la situation post-colonialiste et enfin on pourrait dire actuelle, et qu'il y a ensuite, enfin c'était le paradis perdu là, et qu'ensuite il y a le paradis, ça veut dire ce qui a été. Je trouve que ça rend très très fort. L'évocation de ce qui a été, elle est là et elle touche parce que justement elle est vue à travers et avec le prisme de ce qui est et de ce qui est révolu. Et je trouve que, indépendamment des aspects politiques que je trouve présents aussi, moi, au niveau d'ailleurs il y a des notes dans des manifestations, enfin des choses de plusieurs parts de votre film, mais je trouve qu'il y a une vraie épaisseur poétique, politique et de vie due à cet aspect aussi, on pourrait dire ailleurs de la nostalgie ou des choses comme ça. Ça m'a fait penser à un film de Bernardo Bertolucci, qui est assez ancien, qui s'appelait Prima della Rivoluzione, et dont il y avait une exergue de ce film qui était je crois, de Talleyrand, et qui disait la nostalgie de ce qui est révolu, et à la veille de la Révolution, on ne savait pas qu'il y aurait la Révolution, on s'amusait. C'est un peu ça. Et je voudrais aussi vous demander de développer ce qu'il y a autour du crocodile. Parce que je pense qu'il y a là une crocodile, il y a une autre chose pour vous. Les crocodiles, c'est d'abord, il y a une chose que je dois admettre, c'est que moi j'aime beaucoup les crocodiles.
d'une façon irrationnelle, je ne sais pas pourquoi. Et donc un crocodile, c'est pas, avant d'être un symbole, il faut qu'un crocodile soit un crocodile. Mais quand même, je trouve que ces crocodiles, c'est vrai que c'est pas seulement romantique. Ces crocodiles, il y a deux crocodiles, le crocodile aussi du début, le crocodile précisément mélancolique, le crocodile mélancolique. Et je trouve que les deux crocodiles, le crocodile qui a mangé l'explorateur et le crocodile Dundee, ils sont les deux un peu mélancoliques parce que je trouve que peut-être ils ont vu trop de bêtises des hommes et des femmes. Ça veut dire ils étaient des témoins des histoires d'amour, les deux, des histoires d'amour ratées. Et donc j'ai pensé que les crocodiles ont cet aspect, cet art très préhistorique. Donc peut-être ils se souviennent, les crocodiles, des choses que les hommes et les femmes ont déjà oubliées. Et peut-être c'est pour ça qu'ils sont mélancoliques, parce qu'ils se souviennent. Ils se souviennent des choses. Parce que donc peut-être ils ont vu des histoires d'amour qui ont commencé, qui ont fini, des empires coloniaux ou pas coloniaux qui ont commencé, qui ont fini aussi. Donc ils ont vu les choses que c'est pas les crocodiles, c'est la nature, non? C'est la nature que regarde les mouvements des hommes, que parfois on fait régulièrement beaucoup de bêtises. On fait des choses bien aussi. Mais je crois que le crocodile, c'est lié à cette idée du temps qui passe. C'est comme le crocodile au début, l'explorateur se jette dans l'eau, il est mangé par les crocodiles, il va passer tout le temps avec cette bizarre fantôme de la femme de l'explorateur. Le temps va passer, ils vont continuer ensemble parce que on peut pas, comme on écoute, on peut pas échapper à notre mémoire. Donc, je crois qu'il a un rapport avec la mémoire. Peut-être les crocodiles ont des grandes mémoires. Bonsoir, je voudrais vous entendre sur le prologue justement. Pourquoi ce prologue comme ça? Quel lien vous faites-vous avec le reste du film? Moi, c'est peut-être la partie du film qui m'a le plus ému. Alors, cette partie, elle était prévue pas pour ces moments du film, parce que je voudrais au début que ça c'est un film que Pilar est en train de voir dans le cinéma. Et c'était prévu comme une sorte de feuilleton radio que Aurora faisait en Afrique. J'avais filmé une autre partie de cette séquence où on regardait Aurora en train de parler avec un Africain qui faisait des bruitages pour un feuilleton. Donc le texte, elle disait ce texte qu'on entend, cette histoire de l'explorateur. Et après j'ai compris que ça, j'ai pensé que c'était plus intéressant de ne pas mettre ça dans la deuxième partie, mais de le mettre comme un film que Pilar regardait dans la salle de cinéma, où on montrait pour la première fois en Afrique, un premier crocodile aussi, une histoire d'amour raté. Sauf que dans cette partie, au début du film, comme c'est le début du film, et ça tombe du ciel comme ça, d'une façon très baroque, même le texte, la voix off, c'est très très baroque, presque absurde. Et on a choisi de montrer ça comme un film, quelque chose qui appartenait au imaginaire de Pilar, spectatrice de cinéma. Et après le film, la proposition c'était de travailler, les films pouvaient faire tout un chemin pour arriver à une autre Afrique, à un autre crocodile, à une autre histoire d'amour ratée.
Sauf que d'une façon, parce qu'on faisait un chemin, donc ça tombait pas de parachute comme ça, comme dans l'histoire de l'explorateur. Moi, je suis aussi... ça me touche aussi cette petit film dans les films. Et en même temps, je trouve ça complètement absurde et ridicule. Mais moi, je me... Trouver des choses ridicules, ça ne m'empêche pas d'aimer les choses et d'avoir un vrai rapport émotionnel avec les choses. Quand même, Pilar voit des films bizarres. Dernière question. Moi, j'ai très bien aimé le personnage de Pilar, mais au deuxième partie, elle est tombée un peu, elle est un peu disparue. Mais est-ce qu'elle corporise aussi, parce qu'elle elle pleure aussi quand elle voit le film, on voit qu'elle est une personne qui a peut-être aussi raté, pas sa vie, mais quelque chose dans sa vie. Est-ce qu'elle a aussi un rapport avec le paradis perdu? Comment est-ce que vous voyez ça? Oui, je trouve que quand on regarde Pilar qui pleure devant un film qu'on ne voit pas, on n'a pas les images à l'écran, mais oui, il a cette liaison parce que c'est la même musique qu'on entend après, elle pleure sur la même musique qu'on entend après quand Aurore pleure aussi dans ces moments où il a les séquences des lettres. Ventura joue cette musique dans la radio. Donc on dirait que c'est presque Pilar qui voit déjà la deuxième partie. Mais je crois que c'est pas si mathématique et scientifique ça. Je dirais que oui, que Pilar c'est un personnage que moi j'aime aussi. C'est un personnage un peu absurde parce que c'est quelqu'un qui veut sauver le monde. Et sauver le monde, c'est une tâche très compliquée. Et je vois vraiment personne qui arrive à le faire. Et donc Pilar, ça ne me paraît pas la personne qui va arriver à faire ça. Mais donc ces côtés très naïfs de Pilar, qui commencent déjà à être abandonnés pour une Polonaise méchante, qui veut être faire un peu la fille absente de Aurore. Donc elle veut s'occuper du monde de tous les autres. Un peu en contraste avec les personnages de la deuxième partie qui s'en fout pour toutes les choses. Sauf que même si Pilar fait tout ça, avec toutes ses prières, avec cette manifestation aussi un peu étrange avec la ONU, les Nations Unies, je trouve donc qu'elle n'a pas, elle veut changer le monde, mais elle est impuissante. Mais elle comprend que le monde n'est pas très juste. Mais je dirais que donc c'est un personnage qui va s'occuper des choses dans la société et en même temps un très grande envie, une très grande nécessité de fiction, d'aller au cinéma, par exemple. Et donc, je trouve que dans la première partie, il y a cette envie de fiction. Il y a une envie qu'un film commence, un film comme les films qu'on voit plus au cinéma, comme un film colonial. Et donc, ce film, il va apparaître. Et donc, c'est un personnage, pour moi, Aurore, j'ai demandé à l'actrice qui joue Pilar d'être toujours un peu étonnée, avec la bouche semi-ouverte, et regarder toutes les choses comme si elle était dans une salle de cinéma, un peu abîmée. Aurore, c'est le contraire. Aurore, c'est une espèce de vieille starlette qui apparaît, il commence à parler, et donc il fait son théâtre, il impose son théâtre aux autres. Donc donc cet rapport entre Pilar, qui se voit, Pilar, je crois qu'elle se voit de ces côtés de la salle, et Aurore de ces côtés-là. C'est peut-être pour ça qu'elle n'aime pas
le cinéma. On dit qu'elle aimait pas le cinéma horreur parce qu'elle fait déjà le cinéma. Donc elle n'aime pas regarder. Ça, c'est Pilar. Pilar, il aime regarder les choses. Et elle trouve que tous les gens sont un peu extraordinaires, qui ont des vies très, très intéressantes, qui sont des vrais sujets pour un film, par exemple. Elle n'est pas un sujet pour un film. Et je trouve que c'est pour ça que j'ai envie de donner à un personnage pareil. Je crois qu'elle est vraiment la protagoniste de la première partie. Oui, comme tout le monde. Nous sommes là. Ça veut dire que je ne dis pas que la vie de tout le monde qui va au cinéma est si absurde que la vie de Pilar et que tout le monde a un rapport très étrange avec un peintre très mauvais. Mais moi, au moins, j'ai besoin de lire des livres, d'entendre des musiques, de voir des cinémas, parce qu'on a besoin de la fiction. Et donc, j'aime pas beaucoup Dr. Freud, donc je ne veux pas entrer dans la psychologie, je ne sais même pas le faire bien, mais bien sûr qu'il y a quelque chose dans la fiction qui c'est important pour nous, et aussi en termes émotionnels, bien sûr. Donc il y a cette... Même Santa, elle lit Robinson Crusoe pour apprendre à lire, mais je crois enfin, elle lit ses livres, c'est un livre d'aventure du siècle XVIII, et donc ça c'est de la fiction aussi. Je crois que tout le monde a besoin de la fiction. Les personnages de la première partie ont besoin de la fiction, même si je trouve qu'ils sont déjà dans un terrain de fiction. Parce qu'une femme qui passe une grande partie de ses journées à mettre un tableau affreux dans le mur, il y a l'enlever, parce qu'elle a peur de rendre triste son ami peintre, c'est vraiment de la fiction, c'est une vie de fiction. Donc il y a la fiction, il y a du grand romanesque, mais il y a aussi des petits gestes de fiction qu'on partage, dans les films on voit les deux, je voudrais avoir les deux, et qui existent enfin, dans le cinéma. Je vais essayer de conclure, parce que de toute façon, maintenant on va passer aussi à la dédicace du livre de Sulinera. Donc Miguel Gomes sera encore là un moment, j'imagine. Et je dirais que voilà, tant que notre besoin d'imaginaire et d'histoire est nourri par des films de cette qualité, je me dis que tout va bien. Merci encore, Maya, Sergio.